On est entouré d'appareils qui chaque jour prennent des décisions pour nous. Mais comment est-ce que ça marche vraiment? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la logique d'un programme pour tout démystifier. Et on va voir qu'en fait, c'est bien plus simple qu'on ne l'imagine. La vraie question, c'est celle-là. Comment une machine, même toute simple, arrive à penser? Comment elle passe d'un état totalement passif à une action qui a du sens, qui est logique? C'est ce petit mystère qu'on va résoudre ensemble. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple très concret. Un truc que tout le monde connaît, un système de climatisation. Sa mission, elle a l'air simple, mais elle est cruciale. Maintenir une température parfaite dans une pièce. Ça va être notre cas d'étude pour tout décortiquer. En fait, tout repose sur des règles d'une simplicité désarmante. Le système a un seul et unique objectif, 26 degrés Celsius. Si la température passe au-dessus, hop, il s'allume. Si elle est égale ou en dessous, il s'éteint. C'est tout. Cette logique binaire, presque un jeu d'enfant, c'est le vrai cœur de son fonctionnement. Pour que notre climatiseur puisse agir, il faut d'abord qu'il puisse sentir ce qui se passe dans la pièce. Et ensuite, il doit pouvoir interagir avec elle. En programmation, on a des mots pour ça, les entrées et les sorties. C'est la base de tout. L'idée est vraiment facile à saisir. Une entrée, c'est une information que le programme reçoit du monde extérieur. Pour notre clim, c'est la température que le capteur lui envoie. Et la sortie, c'est l'action que le programme exécute en réponse. Ici, allumer ou éteindre le compresseur. C'est un dialogue constant. Il fait chaud, ok, j'agis. Et là, on touche au cœur battant du programme, sa boucle de décision. C'est un cycle en 3 temps. 1. Je mesure la température. 2. Je décide si je dois faire quelque chose. 3. J'agis. Et puis on recommence. Encore et encore, sans jamais s'arrêter. C'est ce cycle infini qui lui permet de s'adapter en permanence. Bon, maintenant qu'on a compris ce que fait le programme, mesurer, décider, agir, il est temps de voir le comment. Comment est-ce que son cerveau, le code, est structuré pour que tout ça fonctionne bien? Parce qu'en programmation, la structure, c'est la clé de tout. La plupart des programmes sont en fait construits en 2 grandes parties. D'abord, il y a l'initialisation. Imaginez ça comme la préparation avant une course. On met tout en place, on vérifie que tout est prêt. Ça ne se produit qu'une seule fois, au tout démarrage. Et puis, il y a la boucle principale. Ça, c'est la course elle-même. C'est notre fameuse séquence mesurer, décider, agir qui se répète à l'infini. Mais un code, ce n'est pas juste pour une machine. Un jour, un autre être humain va devoir le lire. Comment s'assurer qu'il comprenne? C'est là que les commentaires entrent en jeu. Ce sont de simples notes, des sortes de post-it laissés dans le code. La machine, elle, les ignore complètement. Mais pour la personne qui lira le programme plus tard, c'est essentiel. C'est le mode d'emploi du code. Le problème, c'est qu'un programme peut vite devenir un énorme plat de spaghettis, un truc complètement illisible. Pour éviter ce chaos, il y a une technique fondamentale, la modularité. L'idée est simple, on découpe une grosse tâche compliquée en plein de petites missions bien claires. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle un sous-programme. C'est comme une mini-recette à l'intérieur de la recette principale. Il a une mission très, très spécifique. Et en l'isolant du reste, on rend le programme général beaucoup plus simple à lire et à comprendre. Si on reprend notre climatiseur, on pourrait tout à fait avoir un sous-programme nommé Afficher IHM. Son seul et unique travail, ce serait de mettre à jour le petit écran d'affichage. Le programme principal lui dit juste « affiche », sans avoir à se soucier de tous les détails de comment c'est fait. C'est une simple délégation de tâches. Les bénéfices sont évidents. Le programme principal devient plus court, plus propre. Chaque tâche est bien rangée dans sa boîte, ce qui rend la recherche d'erreurs beaucoup plus simple. C'est vraiment l'art de diviser pour mieux régner, mais appliqué au code. Ok, un sous-programme, ça exécute une action, c'est compris. Mais maintenant, une question se pose. Et si on a besoin qu'une tâche ne se contente pas de faire quelque chose, mais qu'elle nous renvoie un résultat, une information en retour, on fait comment? La réponse, c'est la fonction. Ça ressemble beaucoup à un sous-programme, mais avec une différence capitale. Une fois que la fonction a terminé sa mission, elle ne fait pas que s'arrêter. Non, elle renvoie une réponse, une valeur, au programme qui l'avait appelé. La distinction est donc cruciale. À un sous-programme, on donne un ordre, met à jour l'écran. À une fonction, on donne un ordre et on attend un rapport. Lis la température et dis-moi combien elle est. C'est cette capacité à retourner une information qui la rend si puissante et indispensable. Au final, on se rend compte que tout ça, c'est une question d'architecture. En assemblant intelligemment ces briques de base, l'initialisation, la boucle, les sous-programmes, les fonctions, on ne crée pas juste un programme qui marche, on crée un système qui est élégant, lisible et surtout facile à faire évoluer. C'est ça la clé d'un bon code. Et maintenant, il suffit de regarder autour de soi. Le micro-ondes, le thermostat, la voiture. Combien d'autres appareils de notre quotidien sont en fait organisés exactement sur cette même logique, si simple et pourtant si puissante. Mesurer,
décider et agir? La réponse, c'est qu'ils sont absolument partout.